Certains films sont intimement liés à notre enfance. Star Wars en fait partie. Parmi les sagas qui ont façonné notre imaginaire, l'univers immense créé par George Lucas occupe une place particulière. Comme beaucoup d'admirateurs à travers le monde, nous avons voulu rendre hommage à ce mythe fondateur du cinéma de science-fiction sous la forme d'un court-métrage sorti en 2023. The Lost Relic, A Star Wars Story. Pour concrétiser un tel projet et réussir à porter à l'écran notre idée initiale, nous avons eu besoin de rassembler une équipe de passionnés qui a su nous accompagner à chaque étape. De la conception des personnages au tournage sur fond vert, en passant par la création des effets spéciaux, nous vous invitons à plonger au cœur des 3 années qui ont été nécessaires à la fabrication de ce film. Voici les coulisses de cette aventure. En 2015, nous avons découvert la nouvelle trilogie au cinéma, et un détail a immédiatement attiré notre attention. Comment le personnage de Kylo Ren avait-il pu entrer en possession du casque de Dark Vador ? Les scénaristes du Réveil de la Force ont choisi d'occulter cet aspect du récit. Pourtant, Disney avait établi un lien clair avec le Retour du Jedi, sorti 30 ans plus tôt. Il s'était forcément passé quelque chose autour du bûcher de Dark Vador sur la lune d'Endor. Cette question sans réponse a été le point de départ de notre projet. Admirant la façon dont le film Rogue One a créé une continuité parfaite entre l'épisode 3 et 4, nous avons donc cherché à insérer subtilement notre histoire entre l'épisode 6 et 7. Tout comme la transmission des plans de l'étoile noire dans Rogue One, il nous fallait construire un scénario qui amènerait le casque de Vador aux mains de Kylo Ren pour nous imbriquer dans le canon officiel. Cependant, présenter de manière évidente ce personnage plutôt clivant de la post-logie a rapidement été écarté au profit d'une mise en scène subtile basée sur un jeu de flou. La relique perdue agissait donc comme une capsule temporelle qui nous permettait de créer une passerelle reliant les époques, les trilogies, mais aussi les différentes générations de spectateurs. Notre intrigue étant posée, nous avions désormais besoin de personnages pour porter le récit. Qui aurait eu intérêt à mettre la main sur ce symbole et dans quel but ? D'abord pensé comme un chasseur de primes, ce personnage a rapidement évolué vers un serviteur de l'Empire. Nous avons finalement imaginé un commandant fanatique qui cherche à perpétuer l'esprit impérial à travers le casque du leader. En effectuant des recherches approfondies sur la saga, nous avons trouvé notre candidat idéal. Le commandant Igar était le personnage tout désigné. Interprété par William Oyland en 1983, il est apparu le temps d'une unique scène dans Le Retour du Jedi. This is a rebel that surrendered to us. Although he denies it, I believe there may be more of them, and I request permission to conduct a further search of the area. He was armed only with this. Dans cette séquence, Igar livre Luke Skywalker à Dark Vador, mais son destin reste inconnu après la bataille d'Endor. La plupart des sources suggèrent qu'il aurait tout simplement disparu. Le flou laissé autour du sort de ce personnage nous a donc permis de l'intégrer facilement à notre scénario. Concernant les 2 autres protagonistes, nous avons raisonné de la même manière. Nous avons analysé lesquels auraient pu se trouver logiquement à cet endroit après les événements survenus sur la lune forestière. C'est le cas de Carrie Nett et Derek Klivian, apparus dans les films mais dont le destin reste indéterminé après la bataille. Carrie, interprétée initialement par Lynn Hazelden, est apparue dans l'épisode 6 lors du briefing de l'attaque finale. Elle était ensuite présente lors des festivités au village Ewok dans les dernières secondes du film. Derek Klivian, surnommé Obi, fut interprété par Richard Oldfield en 1980. Il était présent dans l'Empire contre-attaque aux côtés de la princesse Leia, prenant même la parole avant l'assaut impérial sur la base Echo. Two fighters against a Star Destroyer? The ion cannon will fire several shots to make sure that any enemy ships will be out of your flight path. All right, boys, keep tight now. Le destin de Derek est plutôt incertain. S'il devait initialement mourir dans l'attaque, la scène de sa mort n'a jamais été tournée. Plusieurs sources précisent même qu'il aurait continué à servir l'Alliance rebelle bien après la bataille d'Endor.
Nous avons donc, là encore, utilisé le flou laissé dans la narration officielle pour imaginer un pilote chevronné et ami de Carrie. La question était ensuite de définir le sort de nos 3 personnages. Le casque de Vador n'étant pas le centre de l'intrigue du réveil de la Force, il paraît logique que peu de gens au sein de la rébellion aient eu connaissance d'une relique. La présence de Carrie lors de la fuite d'Igar l'érige donc au rang de seul témoin des plans de l'officier. Sans qu'elle voie vraiment le casque, nous avons fait en sorte qu'elle comprenne les ambitions sinistres du commandant, qui avait de toute façon décidé de se débarrasser d'elle. En effet, laisser Carrie en vie aurait impliqué qu'elle donne l'alerte et que des poursuites soient lancées pour retrouver l'officier, ce que nous voulions éviter pour rester cohérents avec l'histoire officielle. Igar n'a quant à lui pas d'histoire connue suite à la bataille d'Endor. Le faire mourir des suites de ses blessures nous a donc paru évident. Sa disparition dans l'espace pendant 30 ans et sa découverte par Kylo Ren, sûrement guidé par le pouvoir obscur du casque, était une bonne façon de rejoindre la narration des films. Par ailleurs, l'absence de Derek au moment de l'altercation entre Carrie et Igar ne fait pas de lui un témoin. Il peut seulement constater le drame sans pour autant comprendre ce qu'il s'est passé. Par la suite, nous nous sommes ironiquement rendus compte que le seul témoin oculaire de la scène était R2. C'est donc un parallèle amusant avec la saga originale qui présente souvent R2D2 comme le témoin de tous les films et donc le gardien de beaucoup de secrets. Avoir une histoire prête à filmer était un bon début. Organiser un tournage de l'ampleur fixée par le scénario a été une toute autre affaire. Notre priorité a été de trouver des acteurs pour interpréter ces 3 rôles. Nous avons concentré nos recherches sur des personnalités capables d'incarner physiquement les personnages aperçus dans les films. Ninon Lavalou incarnera Karine Nett, Benoît Thétot endossera le costume du commandant Igar, tandis que Frédéric Sénéchal prêtera ses traits à Derek Clivian. Pour équiper nos personnages, il nous a fallu rassembler ou fabriquer des répliques d'armes et accessoires aperçus dans les films. Côté costume, Carrie porte une combinaison de travail, tandis que Derek porte une chemise similaire à celle de Han Solo ou Cassian Andor. Il arbore également la célèbre combinaison des pilotes rebelles de façon plus décontractée. Le commandant Igar devait quant à lui porter l'uniforme reconnaissable des officiers impériaux, du moins au début du film. Nous avons trouvé intéressant qu'il vole un manteau rebelle pour dissimuler son identité afin de quitter plus facilement la planète. C'est finalement l'écusson de l'Alliance rebelle qui permettra à Igar de semer le trouble dans l'esprit de Carrie. Parallèlement à la conception de nos personnages, nous avons réfléchi à la composition des plans en dessinant un storyboard détaillé. C'est lors de cette étape que nous avons pris conscience de la complexité des décors nécessaires à notre récit. Comment, avec nos moyens limités, montrer une immense plateforme surplombant une forêt de séquoias, de nombreux vaisseaux en taille réelle, une cabine de navette ou encore un destroyer impérial. Come on, let's keep a little optimism. L'idée de construire réellement tout ceci ou d'aller tourner dans la forêt de Sequoia en Californie a donc malheureusement vite été abandonnée. Mais l'un de nous travaillant dans le milieu de la 3D depuis plusieurs années, c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers l'imagerie virtuelle. C'était notre seul moyen pour redonner vie à ces célèbres décors tout en évitant de brider notre ambition. Okay, I told you it was gonna work. No problem. Comme dans beaucoup de productions actuelles, nous avons jugé très utile de réaliser une prévisualisation intégrale de notre film en amont du tournage. Cette maquette est rapidement devenue notre storyboard animé, nous permettant d'imaginer les différents cadrages et d'affiner le rythme du film. C'était aussi une façon d'anticiper les difficultés que nous allions rencontrer par la suite et commencer l'énorme travail de création 3D du film. Cependant, des environnements entièrement virtuels impliquaient forcément de filmer nos acteurs sur fond vert pour les y incruster ensuite. Nous avons donc adopté cette méthode pour parvenir à montrer Endor tel que nous le voulions.
Quelques mois avant le tournage, nous avons eu la chance de trouver un lieu idéal en plein cœur de Bordeaux. Il possédait des conditions parfaites pour accueillir notre projet, tel qu'un grand fond vert et tout le matériel technique nécessaire. Les gérants du studio ont grandement facilité la création du film. Intéressé par le défi que ce tournage représentait, Jérémy, notre chef opérateur, a tout mis en œuvre pour monter une équipe de professionnels parfaitement adaptée à nos besoins. Si le film a pu voir le jour, c'est en grande partie grâce à ce groupe de passionnés. Les dernières questions créatives et techniques réglées, nous avons donc basculé dans la phase de tournage. 5 sur 30i, première. Lors du premier jour, la majeure partie de l'équipe avait peu d'expérience du tournage sur fond vert, notamment nos 3 acteurs. Parfois déstabilisés par le manque de décors réels autour d'eux, Ninon, Benoît et Frédéric ont pourtant su relever le défi comme s'ils avaient déjà plusieurs années d'expérience en la matière. Heureusement, nous avions sur le plateau un retour vidéo avec une incrustation en direct qui a permis aux acteurs de mieux se représenter le décor virtuel autour d'eux. Cette méthode a également permis à l'équipe de pouvoir installer une lumière cohérente, facilitant ainsi le travail d'incrustation à venir. Mais pour une production modeste, un tournage sur fond vert implique certaines règles très précises pour ne pas passer la décennie suivante sur des retouches interminables. Par exemple, nous avons fait en sorte de tourner uniquement des plans fixes plus simples à retravailler par la suite. De légers effets de mouvement numérique ajoutés en post-production permettront de donner à l'image un aspect moins figé. Finalement, nous avons réussi à mettre en boîte tous nos plans en 4 jours. Mais notre aventure ne s'arrêtait pas là. Si la phase intense de tournage était derrière nous, une nouvelle page s'ouvrait, celle de la post-production. Les mois qui ont suivi ont été dédiés à la sélection des prises définitives et à l'incrustation des acteurs dans l'environnement virtuel. Chaque plan a été composé selon une même logique d'assemblage de calques. Un arrière-plan en 3D, un ou plusieurs personnages, et différents effets de fumée, particules ou halos de lumière. Le flou artificiel que nous avons ajouté a permis de mélanger les couches et ainsi donner un aspect plus filmique à l'image. Une dernière couche colorimétrique a uniformisé l'ensemble des plans pour donner au film son aspect visuel définitif. Cette phase d'étalonnage était pour nous une étape primordiale afin que le spectateur s'immerge pleinement dans l'atmosphère que nous avions en tête. Dès sa conception, nous avons souhaité orienter l'esthétique du film vers un aspect argentique pour recoller avec la chronologie des films. Nous avons donc travaillé nos images numériques en y ajoutant par exemple du grain ou des effets optiques et chromatiques observés dans les films tournés en pellicule. Jérémy, notre chef opérateur et étalonneur, a vite perçu cette étape comme un grand terrain d'exploration qui a permis au film d'acquérir une touche plus analogique et donc plus nostalgique. En parallèle de l'aspect visuel, nous avons également concentré notre attention sur l'univers sonore du film. Dans l'esprit des fans, Star Wars reste indissociable des sons légendaires de Ben Burtt ou de la musique mythique de John Williams. Le travail extraordinaire de Michael Giacchino sur la bande originale de Rogue One a aussi été une source d'inspiration majeure pour nous. Nous avons donc emprunté l'immense création de ces 3 géants du cinéma pour l'adapter à nos besoins. Il s'agissait parfois de fragments de musique ou simplement de quelques notes issues de différentes époques.
Nothing stands in the way of the Empire. Un long travail d'assemblage a finalement permis au film de s'inscrire dans une évidente filiation sonore. Mathieu, notre monteur son, s'est chargé d'enrichir le tout en bruitage et ambiance, apportant au film une profondeur supplémentaire. La post-production touchant à sa fin, nous avons pu nous consacrer à notre idée initiale. Insérer The Lost Relic dans une capsule narrative originale composée d'une séquence d'introduction et de conclusion. Avec cette enveloppe, nous voulions amener le spectateur dans un contexte réel où Star Wars n'est plus seulement une galaxie lointaine, mais bien ce mythe culturel omniprésent dans notre société depuis la fin des années 70. La nostalgie qui se dégage des innombrables images d'archives devait donc imprégner cette séquence, à commencer par son décor. Lors de nos recherches, nous avons découvert ce qui allait devenir le théâtre de notre scène, le Skywalker Ranch en Californie. Bien connu des fans, ce lieu renferme des centaines d'accessoires, maquettes et fragments de décors légendaires qui ont servi à la création de Star Wars. Mais il abrite également les objets d'une autre saga emblématique qui a inspiré l'imaginaire de notre séquence, Indiana Jones. Tel l'entrepôt des aventuriers de l'Arche perdue, où sommeillent d'innombrables objets anciens, le Skywalker Ranch apparaît donc comme une véritable caverne au trésor qui invite à en explorer chaque recoin. Lors du long travelling d'introduction défilant entre les étagères, le spectateur pourra s'amuser à reconnaître les nombreuses références placées dans la scène. D'un point de vue technique, nous avons rapidement opté pour une reconstitution en 3D, plus cohérente avec nos moyens. Il fallait donc agrémenter ce plan d'innombrables objets aperçus dans les films et les placer judicieusement sur le parcours de la caméra virtuelle. Cette frise chronologique à travers la saga a surtout servi à amener le spectateur vers un décor annexe tout aussi original, une réserve d'archives filmées. Pure invention de notre part, cette pièce abriterait l'intégralité des images tournées lors de la conception des films, allant des scènes coupées aux séquences de making-of saisies sur les différents plateaux de tournage. Cette réserve est le sanctuaire du 4e personnage de notre film, un vieil archiviste méthodique qui a pour mission de répertorier et classer ses précieuses ressources. À la fois attachant et espiègle, il est le gardien ancestral de ces trésors et fait partie intégrante de ce lieu depuis les origines. Son profil s'inspire librement des différents pionniers ayant travaillé sur les films originaux. Dennis Muren, Richard Edlund ou encore Phil Tippett sont autant de personnalités qui nous ont inspirés pour dessiner les traits de notre archiviste. Le choix de l'acteur de cette séquence a donc été déterminant. En rejoignant l'aventure, Jean Cordier a proposé une interprétation de son rôle tout en justesse et en subtilité. En une courte séquence totalement muette, cet archiviste a apporté au film une touche nostalgique et une envergure narrative inédite. Cette partie a été tournée en une journée dans un décor reconstitué en studio. Pour obtenir un rendu plus authentique à l'écran, il nous a fallu rassembler autant de vieilles pellicules que possible et imaginer une configuration adaptée. Nous sommes parvenus à en récupérer une quarantaine issue du stock d'un vieux cinéma, mais ce nombre s'est révélé insuffisant pour habiller nos étagères de façon confortable. C'est donc par des ruses de mise en scène et des cadrages précis que nous avons pu donner au spectateur l'impression d'une pièce plus grande qu'elle ne l'était en réalité. L'étape suivante consistait à habiller chacune des bobines avec des étiquettes personnalisées. Les noms inscrits devaient être assez évocateurs pour n'importe quel fan. Après avoir passé au crible documentaires célèbres et livres références sur la saga, nous avons dressé une liste aussi exhaustive que possible d'une centaine de noms. Les plus observateurs pourront remarquer que certains noms font référence à des archives bien réelles, tandis que d'autres ont été inventés. En revanche, toutes ces références s'appuient sur des milliers de photos ou vidéos d'époque et se veulent donc aussi crédibles que possible. What's the little droid carrying that's so important?
The mic was in picture. The mic was in picture. The mic was in picture. C'est au milieu de toutes ces bobines que nous avons pu en cacher une ayant mystérieusement échappé à tout référencement. La nôtre. Ainsi, la bobine et le casque de Vador, tous deux disparus pendant des décennies, formaient un parallèle symbolique permettant de relier fiction et réalité. Laisser l'archiviste placer notre création au sein des autres trésors de la saga était une belle façon pour nous de conclure notre film et ainsi sceller notre hommage à cette immense fresque cinématographique et culturelle. Après avoir porté ce film pendant plus de 3 années, nous avons enfin présenté The Lost Relic A Star Wars Story le 30 novembre 2023. Concevoir un tel projet sur une aussi longue période a été un travail fastidieux, surtout dans un cadre indépendant. C'est une aventure qui a nécessité une implication quotidienne, souvent baignée d'excitation, mais aussi parfois de découragement devant l'ampleur du projet. Malgré tout, ce fut une occasion unique de nous replonger dans cet univers si riche, créé par un homme visionnaire il y a presque 50 ans. Écrire cette histoire alternative sur l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma a été une expérience passionnante. Nous remercions sincèrement chacune des personnes ayant participé à la création de ce court-métrage, ainsi que tous ceux qui l'ont soutenu depuis sa sortie. C'est une grande fierté d'avoir pu proposer notre film aux fans de toutes les générations, les rassemblant ainsi autour d'une passion commune. Nous espérons vous recroiser un jour dans cette galaxie cinématographique ou dans une autre. En attendant, que la force soit avec vous.